L'appel de Cthulhu, partie 2. Le 23 mars, continue le manuscrit, Wilcox ne revint pas. Une enquête chez lui révéla qu'il avait été frappé d'une fièvre d'origine obscure et transporté dans la maison familiale de Waterman Street. Dans la nuit, il avait hurlé, réveillant plusieurs des autres artistes de l'immeuble, et avait seulement manifesté depuis lors des alternances entre délire et inconscience. Mon oncle téléphona aussitôt à la famille, et depuis ce moment maintint une veille serrée sur l'affaire, appelant souvent, à son cabinet de Thayer Street, le docteur Tobey, dont il avait appris qu'il suivait le patient. L'esprit fiévreux du jeune homme, apparemment, était obsédé d'étranges choses, et le docteur frissonnait ici et là quand il en parlait. Elles ne constituaient pas seulement en répétition de ce dont il avait rêvé auparavant, mais évoquaient avec terreur une gigantesque chose, des kilomètres de haut, qui marchait ou au moins se déplaçait. À aucun moment il n'avait parfaitement décrit cet objet, mais d'occasionnels mots affolés, tels que répétés par le docteur Tobey, convainquirent le professeur qu'il devait être identique à cette monstruosité sans nom qu'il avait tenté de dépeindre dans son onirique sculpture. La référence à cette chose, ajoutait le docteur, préludait invariablement la plongée du jeune homme dans une profonde léthargie. Sa température, et cela aussi était étrange, à peine au-dessus de la normale, mais sinon, sa condition tout entière évoquait plutôt un délire fiévreux qu'un désordre mental. Le 2 avril, vers 3 heures de l'après-midi, toute trace de maladie cessa soudain pour Wilcox. Il s'assit tout droit dans son lit, étonné de se retrouver chez ses parents, et complètement ignorant de ce qui était arrivé dans le rêve ou la réalité depuis la nuit du 22 mars. Reconnu guéri par son médecin, il revint chez lui au bout de 3 jours. Mais pour le professeur Engel, il n'était plus d'aucune utilité. Toute trace de ses rêves étranges s'était évanouie avec sa guérison, et mon oncle cessa d'en prendre note après une semaine de comptes rendus inutiles et insignifiants, plus rien que des visions habituelles. Ici cessait la première partie du manuscrit, mais des références à certaines des notes éparpillées me donnèrent assez de matériaux pour penser, tellement en fait, que seul le scepticisme invétéré qui formait alors ma philosophie pouvait compter pour maintenir ma méfiance à l'égard de l'artiste. Les notes en question consistaient en la description des rêves de différentes personnes couvrant la même période que celle pendant laquelle le jeune Wilcox avait eu ces visions étranges. Mon oncle, semblait-il, avait institué en un temps record un prodigieux filet pour enquêter auprès de tous ses amis, ceux qu'il pouvait questionner sans impertinence, sur les comptes rendus de leurs rêves nocturnes et les dates de toute vision remarquable dans le temps précédent. Le retour de ces requêtes semblait assez variable, mais il dut, à la fin, avoir reçu plus de réponses qu'un homme ordinaire put négocier sans l'aide d'un secrétariat. Les originaux de cette correspondance n'avaient pas été préservés, mais ces notes en produisaient un résumé épais et réellement signifiant. La moyenne des gens de la société des affaires, le traditionnel sel de la terre de notre Nouvelle-Angleterre, renvoyait un résultat presque entièrement négatif, malgré quelques cas dispersés d'impressions nocturnes sans forme et difficiles d'appréciation ici et là, toujours entre le 23 mars et le 2 avril, la période du pire délire du jeune Wilcox. Les scientifiques étaient légèrement plus affectés, avec 4 cas de vagues descriptions qui suggèrent de fugitifs aperçus d'étranges paysages et dans un cas la mention de quelque chose d'anormal. C'est des artistes et des poètes que vint la réponse pertinente, et je sais que la panique en aurait brisé le détachement s'ils avaient pu eux aussi comparer ces notes. Tel que c'est, et à faute des lettres originales, je suspecte à demi le compilateur d'avoir posé des questions plutôt suggestives, ou d'avoir trié sa correspondance pour corroborer ce qu'il était décidé maintenant à résoudre. C'est pourquoi je continue à penser que Wilcox, sachant de quel ancien savoir disposait mon oncle, avait dû impressionner à ce point le vieux savant. Les réponses des esthètes créaient une histoire perturbante. Du 28 février au 2 mars, une large proportion d'entre eux avaient rêvé à des choses très anormales, l'intensité des rêves devenant sans commune mesure plus forte pendant la période de délire du sculpteur. Environ un quart de ceux qui rapportèrent quelque chose rapportèrent des scènes et des perceptions sonores pas si différentes que celles décrites par Wilcox, et plusieurs des rêveurs confessèrent la peur aiguë d'une chose gigantesque et sans nom qu'ils apercevaient sur la fin. L'un notamment, un architecte de renom que ses penchants portaient vers la théosophie et l'occultisme, fit une crise de folie violente à la dette de la crise du jeune Wilcox et expira plusieurs mois plus tard après des cris incessants pour qu'on le délivre de quelques résidents échappés de l'enfer. Mon oncle se serait-il appuyé pour ces cas sur des noms au lieu de se contenter de chiffres que j'aurais tenté une investigation personnelle pour les corroborer. Mais, même de cette façon, je réussis à remonter à la source de quelques-uns. Et ceux-là déjà remplissent certaines notes en entier. Je me suis souvent demandé si tous les sujets de l'enquête du professeur avaient perçu les mêmes troubles que ceux décrits dans ces notes. Il est patent qu'aucun d'eux ne disposait d'une explication à cet égard. Les coupures de presse, comme je m'en étais douté, concernaient des cas de panique, manie et excentricité durant cette même période. Le professeur Engel avait dû recourir au service d'une agence de presse, parce que le nombre d'articles était impressionnant et les sources se répartissaient partout autour de la Terre.
Là, c'était un suicide nocturne à Londres, où un dormeur isolé avait sauté d'une fenêtre après un cri horrible. Là, de la même façon, les élucubrations de l'éditeur d'un journal en Amérique du Sud, où un fanatique déduisait un futur désastreux de visions qu'il avait eues. Un envoi de Californie décrivait une colonie théosophiste revêtant en masse des robes blanches en vue d'un glorieux accomplissement qui ne se produisit jamais, tandis que des coupures en provenance des Indes parlaient avec circonception de troubles indigènes sérieux à la fin du mois de mars. Des orgies vaudou se multipliaient en Haïti et les câbles d'Afrique rapportaient d'inquiétantes révoltes. Des officiers américains aux Philippines eurent des ennuis avec certaines tribus, et à New York, toujours cette nuit du 22 au 23 mars, des policiers furent assaillis par une foule de Lévantins hystériques. L'ouest de l'Irlande aussi fut plein de rumeurs violentes et de légendes, et un peintre fantastique nommé Arbois Bono exposa un blasphématoire paysage de rêve au salon de printemps de 1926 à Paris. Encore plus nombreux furent les troubles enregistrés dans les asiles psychiatriques, et seul un miracle a pu stopper la corrélation médicale de relever ces étranges parallélismes et d'en tirer des conclusions perplexes. Un drôle de paquet de coupures de presse ainsi mises ensemble, et je peux difficilement accepter aujourd'hui le rationalisme insensible avec lequel je le mis de côté. Mais j'étais alors convaincu que le jeune Wilcox savait dès le départ les affaires plus anciennes mentionnées par le professeur. Et c'est ainsi que se termine le premier chapitre de l'appel de Cthulhu. Ne quittez pas la vidéo cependant, j'ai une annonce à vous faire. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, j'espère que vous avez apprécié ce deuxième épisode de l'appel de Cthulhu. Vous aurez sûrement remarqué qu'elle est un peu plus courte. La raison derrière ça, c'est tout simplement que j'ai mes partiels qui approchent dans pas longtemps. Donc je vais sûrement avoir un peu plus de mal à faire des vidéos plus longues. Mais dès que j'aurai un peu plus de temps, les vidéos vont se rallonger. Ne vous inquiétez pas. Et je vous demande d'être un petit peu patient. Et du coup, en attendant, je vous souhaite une très bonne nuit. Et surtout, n'oubliez pas de rêver.